Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à l'émission Agora. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir quelqu'un avec plusieurs casquettes, je veux dire. Il y a le professeur, il y a l'homme politique, il y a le chercheur, il y a l'écrivain. Nous recevons donc aujourd'hui Aliou Sow, qui a été ministre sous la République, avec qui on va s'entretenir des questions qui touchent l'actualité nationale et internationale. Bienvenue, M. Sow. Bonjour Amadou, permettez-moi d'abord de saluer l'ensemble de vos téléspectateurs et également de souhaiter plein succès à cette nouvelle chaîne de télévision, Tawhid TV, et surtout à l'émission que vous avez l'honneur de concevoir et d'animer, Agora. Et je suis persuadé que, connaissant votre vaste culture générale, votre ouverture d'esprit, cette émission fera les beaux jours de la télévision sénégalaise. Alors, M. Sow, aujourd'hui, nous allons beaucoup interroger le professeur. Je rappelle que vous êtes professeur titulaire de chaire d'études africaines à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, c'est ça? Exactement, c'est ça. Alors, le secrétaire d'État américain Blinken vient de terminer une tournée en Afrique. Il s'est dit vivement préoccupé, que ce soit en Éthiopie, au Soudan ou au Niger, et qu'il y a un espoir ici au Sénégal et très réconforté au Sénégal. Qu'est-ce que cela vous inspire, cette tournée? Oui, en fait, c'est un compliment qui me fait plaisir en tant que Sénégalais, en tant que patriote, mais je pense aussi que c'est une incitation à redoubler d'efforts et à garder le cap pour que cette exception très positive sénégalaise soit préservée. Mais je pense que nous sommes tous interpellés, surtout les acteurs politiques, les chercheurs, les intellectuels, parce qu'il ne faut pas oublier également que dans beaucoup de pays, les non-politiques dits intellectuels sont aussi parfois les concepteurs des choses les plus saugrenues qui mettent l'huile sur le feu ou bien qui embrasent les pays à travers des propositions de réforme ou de stratégies qui sont assez partisanes et assez liberticides, et que ce sont les hommes politiques qu'on voit au devant de la scène. Mais derrière, il y a toujours des officines composées d'intellectuels. Je pense que donc les hommes politiques, les intellectuels et l'ensemble des leaders d'opinion sont interpellés pour que cette belle exception sénégalaise soit préservée. Mais nous ne dormons pas sous nos lauriers. Le Sénégal également aujourd'hui est entouré par une sorte de cercle de feu, et que l'essentiel des causes des situations de crise, de conflit ou de guerre dans le monde, des signes précurseurs également de cette nature peuvent également être décelés ça et là, même si c'est à des niveaux encore primaires au niveau de notre pays. D'autant plus que nous savons très bien qu'aujourd'hui, la chose électorale et les pratiques de gouvernance et les enjeux des ressources de gestion font des facteurs conflictogènes qui débouchent parfois sur des crises majeures. Et aujourd'hui, le Sénégal quand même est à l'ère de l'exploration, bientôt de l'exploitation pétrolière et gazière. Nous sommes également embourbés dans des débats depuis une décennie de contentieux électoraux, préélectoraux par rapport à des interprétations de nos textes qui d'habitude quand même aujourd'hui n'étaient pas très courants dans le passé. Et en plus de cela également, le chômage, l'aspiration plus que légitime des jeunes qui sont également parfois choqués par la poussée de la corruption et l'exposition ostentatoire des biens mal acquis par de nouveaux riches qui ont acquis certains privilèges à travers des positions politiques. Ce sont autant de choses qui participent également à créer un cocktail explosif, en plus maintenant du nombre important d'étudiants diplômés sans espoir dans des conditions extrêmement difficiles d'études. N'oublions pas qu'au Sénégal, nous avons quand même maintenant plus de 50 000 bacheliers par année. Combien de milliers de titulaires de licence, de master et de doctorat, mais qui n'ont pas de perspective majeure. Mais tout cela, nous avons combien de milliers de jeunes enrôlés dans nos forces armées et de défense pendant 2 ans, ce qu'on appelle la période durée légale, et après qui sont libérés, après avoir appris le maniement des armes, mais sans perspective d'insertion. Et nous sommes entourés par des pays aujourd'hui qui sont totalement secoués par des rébellions, par des groupes terroristes, par des djihadistes, avec aujourd'hui, vous savez très bien que la pauvreté, l'emploi également, le chômage sont des terreaux assez fertiles pour l'ensemble de ces illuminés qui cherchent à exploiter, mais également la misère à travers des interprétations contestables de la religion et à travers une incitation
à la révolte ou à la violence. Tout à fait. Mais justement, en tant que chercheur, Oui. pensez-vous que, ou confirmez-vous que la découverte de réserves gazières et pétrolières est source de tensions politiques et de violence politique? En fait, c'est une assertion qui fait office presque de théorie doctrinaire chez certains, comme quoi que la malédiction qu'on appelle la malédiction du pétrole ou du gaz. Moi, je n'y crois pas forcément. C'est vrai qu'on a remarqué qu'en Afrique, la plupart des pays qui ont des réserves importantes de pétrole et de gaz ne sont pas les plus développés. Et d'habitude, parce qu'en fait, n'oubliez pas une chose, chaque fois qu'un pays regorge autant de ressources, mais non seulement les opportunités sont là, mais bien entendu, puisque nos pays n'ont pas les moyens d'exploration, d'exploitation et même de commercialisation optimale de ces produits et de les dérivés, bien entendu, nous faisons recours toujours à l'étranger, à d'autres forces. Et de la même façon également, comme le Gold Rush américain de l'époque, il y a une sorte de oil rush, de gaz rush. C'est-à-dire toutes les puissances, tous les groupes puissants du monde, bien entendu, vont faire la ruée vers le Sénégal, vers ces pays pétroliers et gaziers. C'est tout à fait compréhensible. Mais il y a un phénomène nouveau aujourd'hui, c'est-à-dire les nouveaux acteurs des relations internationales, que sont les groupes terroristes, que sont également les multinationales, ce que sont également tous ces narcotrafiquants, tous ces groupes un peu assez négatifs, également dans la dynamique générale de la ruée vers ces pays-là, mais également s'y engouffrent. N'oublions pas que dans quelques années, nous pouvons avoir presque une économie de rente. C'est-à-dire le budget du Sénégal peut passer du simple au double ou au triple à travers les rentes tirées du gaz et du pétrole, entre autres ressources, notamment l'or et autres. Mais dans la même foulée, ces mouvements légaux de sociétés étrangères avec leurs équipes également seront accompagnés par également des mouvements d'infiltrés qui sont des terroristes, qui sont des djihadistes. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je pense qu'il est important que nous, maintenant, et ces richesses également qui ira avec cette exploitation pétrolière, et de nouveaux risques peut-être qui ne se gêneront pas de montrer toute leur puissance, si on ne prend pas garde en veillant à ce que les retombées directes participent à l'épanouissement des populations sénégalaises, mais ça va déboucher sur une révolte ou bien des contestations, mais assez violentes. Et dans la même foulée également, l'ensemble de ces groupes également qui vont intervenir au Sénégal, il y aura aussi des perdants et des gagnants. Et n'oubliez pas que chaque fois qu'un groupe pétrolier ou gazier perd dans la compétition ou ne parvient pas à avoir ce qu'il cherche, il peut être tenté d'instrumentaliser, de financer, d'être derrière des groupes politiques, des groupes sociaux, des groupes de révoltés. C'est une sorte de capharnaüm, de confusion générale si la gestion n'est pas basée sur une stratégie claire, rigoureuse, équitable et juste. C'est là également où je pense que nos gouvernants doivent savoir que quand on a autant de possibilités de rente, il faut également développer la gouvernance sécuritaire du pays. Parce qu'à un moment donné, l'enjeu ne sera forcément pas économique, mais l'enjeu sera sécuritaire et social. Alors, en matière de sécurité, vous avez sorti un livre, Système de conflit et gouvernance sécuritaire en Sénégambie. Et aujourd'hui, quelles sont les solutions que vous préconisez aujourd'hui pour mettre le Sénégal à l'abri d'éventuelles menaces terroristes ou djihadistes ou sécuritaires au niveau de la sous-région? En fait, vous savez, moi j'ai beaucoup travaillé sur les questions de sécurité à travers des publications, un ouvrage, mais également une formation pour obtenir un diplôme de Master 2 en sciences politiques, sécurité et défense et construction de la paix et en interaction bien entendu avec des éléments majeurs de nos forces de sécurité et de défense, de la magistrature et de hauts fonctionnaires. Ce sont des genres de formation qui je trouve assez importantes parce que mettant en valeur les parcours, les expériences, les expertises des uns et des autres sur fond d'acquisition de connaissances théoriques et pratiques données par des acteurs majeurs qui soient universitaires ou des praticiens de la question sécuritaire et de défense et de relations internationales. Mais de cela, moi, j'ai toujours l'approche non pas de l'apprenant, de l'auditeur, mais l'approche du chercheur, de l'enseignant.
celui qui veut irriguer ses connaissances avec de nouvelles connaissances dans d'autres domaines qui n'étaient pas forcément sa spécialité de départ. Mais également, partant de mon expérience étatique, dans au gouvernement, au Parlement ou dans les collectivités territoriales, j'ai voulu en fait partir de tout cela pour produire des documents, des réflexions, mais qui mettent l'accent sur les préconisations. C'est-à-dire, il ne s'agit pas pour moi de tomber dans l'épée de la description des choses, de présentation de l'état des lieux, d'un bilan, mais surtout de mettre en avant mon expérience, mes connaissances, mes résultats de chercheurs, pour dire voilà ce que nous pensons pouvoir mettre en œuvre pour améliorer les choses. Je pense que nous devons être maintenant solution focus dans la marche de notre pays. Et ce que j'ai noté d'abord comme situation qui nécessite un certain nombre de réformes, j'ai d'abord constaté une chose qui me semble banale mais qui est très très importante. Vous savez, l'armée recrute immensément de jeunes qui font 2 ans le période de durée légale, qui apprennent le maniement des armes, qui sont dans des situations parfois pas évidentes, mais très courageux et de grands patriotes. Mais un grand nombre est après libéré, après les 2 ans. Mais la politique d'insertion des anciens militaires n'est pas développée. Ces derniers, d'habitude, en dehors de devenir après des vigiles ou de se rejoindre des sociétés de gardiennage où ils sont sous-payés, exploités et n'ont pas beaucoup de solutions alternatives. Mais ils peuvent être des proies faciles pour les recruteurs de divers groupes subversifs. Il ne faut pas qu'on néglige cela. Ils peuvent également être des acteurs majeurs des soulèvements en matière d'encadrement, d'organisation de la stratégie. Parce qu'ils peuvent penser avoir été utilisés et lâchés par la République. Je pense qu'il faut avoir une politique d'insertion sociale assez dynamique au profit de ces groupes de jeunes sénégalais, ou bien voir à la baisse le nombre de recrutés pour conformer, bien entendu, ce nombre aux besoins au point de ne pas libérer autant de personnes, à défaut de créer une sorte de réserve assez dynamique où ces jeunes seront utilisés pour d'autres projets socio-économiques et de services à rendre à la communauté. C'est pour ça d'ailleurs que dans mes livres, j'ai proposé la création d'un corps appelé AMD, les auxiliaires militaires de développement. Aujourd'hui, on pouvait reprendre tous ces jeunes-là pour lancer de vastes chantiers de reboisement d'arbres fruitières. Vous allez au Fouta, mais pourquoi pas ne pas faire des forêts de dattiers, de palmiers? Pourquoi pas relancer, je l'ai dit d'abord, le service civique national. D'ailleurs, moi, dans mes propositions, je pense aujourd'hui, même le ministère des Forces armées devait aujourd'hui être le ministère des Forces armées, de la jeunesse et du service civique national. Avec un ministre plein et un ministre délégué qui s'occupe de la jeunesse, du service civique national et de la promotion des valeurs patriotiques. De sorte que le service civique national sera très bien renforcé à travers la création de centres civiques régionaux au Sénégal. Et un centre civique national assez bien colossal où des milliers de jeunes, et pour ça d'ailleurs on peut, le service militaire est obligatoire au Sénégal. Les textes ne sont pas abrogés, même s'ils sont plus ou moins tombés en désuétude. Mais on a aujourd'hui une belle occasion. Chaque année, nous avons plus de 50 000 nouveaux bacheliers. Mais pendant les 3 mois de grandes vacances, mais pourquoi pas à travers ces centres civiques régionaux, à travers cette politique ardue de promotion du civisme, mais en faire une solution alternative et dire qu'après le bac, tous ces jeunes seront enrôlés au niveau du service civique national pendant 2 mois ou 3 mois de vacances. Moyennant une sorte de pécule de 30 000 à 50 000 francs. Et ces montants pourront permettre à ces jeunes-là, à la rentrée, de payer leur inscription, préparer leur rentrée sans trop fatiguer leur famille, assez parfois éprouvée par la situation sociale. Et ensuite, maintenant, ils vont faire au minimum la FIC, la formation initiale du combattant, les préparer suffisamment à être des citoyens qui alertent, des sortes d'hommes de la réserve sénégalaise, de sorte que chacun parmi eux pourra même identifier les comportements subversifs ou pouvoir déboucher sur des crises et pouvoir alerter l'autorité militaire ou l'autorité policière ou judiciaire. Donc je pense que, et ça on le fait, et le certificat qui sera donné à l'étudiant, mais sera ajouté au dossier d'inscription. Et chaque année ou à la fin de la formation, après le master ou la licence, l'étudiant pourra également retourner en centre civique pour également mener là-bas des activités socio-économiques et en fait maintenant pouvoir créer parallèlement à cela ce que j'appelle un fonds national d'accompagnement à l'insertion du nouveau diplômé.
C'est-à-dire ça, sous forme de prêt. Par exemple, après votre master, que le fonds peut vous donner 1 million ou 500 000 francs, vous accompagner pour l'insertion, ou bien si vous-même pour l'auto-emploi, entre guillemets, je n'aime pas trop ce concept-là. Et quand vous aurez un job, il y aura un fichier national que le privé et le public va renseigner de sorte que tout bénéficiaire d'un salaire ou d'indemnité au Sénégal, il sera mentionné immédiatement, ça va être signalé et que vous allez payer selon une sorte d'échéance assez souple. Par ailleurs également, d'autres propositions que nous allons faire, je le dis souvent, c'est que on peut orienter, le génie militaire doit être renforcé. Et dans ces statistiques-là, mais on peut avoir toutes sortes de métiers. C'est-à-dire l'exploitation agricole, de grandes fermes, des projets d'élevage, d'aquaculture, entre autres. Même ils peuvent participer aux entretiens des routes. C'est-à-dire beaucoup de travaux d'intérêt communautaire, et moyennant quelques pécules. Par ailleurs également, au niveau de la sous-région, aujourd'hui, nous sommes arrivés à cette dynamique de ce qu'on appelle les systèmes de conflit. J'en parle dans cet ouvrage-là. C'est une théorie qui n'est pas récente, même si c'est maintenant que les gens en parlent beaucoup. C'est déjà dans les années 50 que l'Américain Nicholas Spigman a écrit 2 ouvrages, dont l'un c'était America's Strategy in World Politics, je pense c'est en 1942, puis un autre ouvrage sur The Geography of the Peace. C'est un géographe, un journaliste comme vous, un expert de la géopolitique, brillantissime, mais qui avait déjà annoncé à l'époque les systèmes de conflit. C'est-à-dire pour dire qu'à partir d'une petite crise mineure localisée dans un pays, la chose peut se propager, se développer, avoir une dimension nationale et après même sauter les frontières et devenir une crise sous-régionale qui concerne des pays. C'est d'ailleurs après des années que la CEDEAO s'en est inspirée pour créer des comités de suivi et d'observation en créant des zones, 4 zones en son sein, notamment la zone numéro 1, qui est le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Mauritanie et le Cap-Vert, dont la capitale se trouve à Banjul. Et on sait que quand il y a un problème, une crise au niveau du Sénégal, facilement cette crise peut se propager en Gambie, en Guinée-Bissau, en Mauritanie et même éventuellement au Cap-Vert. Donc ce sont des choses comme ça. Mais est-ce que ces solutions-là ont été proposées? Non, vous savez, moi, quand j'écrivais, tous ces ouvrages, l'ensemble de mes livres débouchent sur des propositions concrètes. Quand j'ai sorti ces livres-là, bien entendu, j'ai eu à rencontrer le chef de l'État, le président Macky Sall lui-même. Oui. Et vous avez partagé? Non, je lui ai non seulement offert le livre, mais je lui ai fait un extrait, parce que les chefs d'État n'ont pas le temps de lire des livres. Oui. Pour beaucoup parmi eux, à moins qu'ils soient de grands intellectuels comme Senghor ou comme Abdoulaye Wade, je lui ai fait un extrait de ce que j'appelle les préconisations. Je lui ai donné ça en soulignant et le montrant. Je me suis arrangé pour qu'il ait le livre la veille de son voyage pour l'avoir dans son avion. On avait beaucoup échangé sur ça, vraiment échangé sur même les mesures à mettre en œuvre. Je suis allé même plus loin jusqu'à lui proposer ce qu'on appelle la réforme du grade de colonel, que j'appelle dans le livre le grade garage, qui crée beaucoup de frustration, mon cher ami. Vous savez, au niveau de l'armée, on n'en parle pas souvent. Vous avez bien vu, tous les anciens colonels à la retraite, immédiatement le mois qui suit, sont en politique. Et la plupart du temps, dans l'opposition avec des positions radicales. On ne s'est jamais posé la question pourquoi. Et ce sont de grands stratèges. Mais après, ils sont utilisés. Comment ça se passe? Vous devenez colonel. La suite, c'est une décision politique. C'est le politique qui décide de vous nommer général de brigade, général de division, général de corps d'armée, général d'armée. Et maintenant, je vous donne 2 cas précis. Vous êtes, 2 personnes sont colonels et doivent partir à la retraite lundi. L'autorité politique peut, le vendredi, prendre un des 2 et le nommer général. Prolonger ainsi de 3 ans son travail, mais avec également des avantages à vie. Immédiatement après, même à la retraite, mais pas toute sa vie durant, il garde les privilèges du général. Celui qui, lui, a fait valoir ses droits à la retraite le vendredi, et qui n'a pas pu être promu général, il passe à la retraite avec une pension de retraite mais assez symbolique, et d'un coup, par un décret, bien entendu, vous avez vu ce que ça donne comme situation. Il peut arriver également que celui qui est parti à la retraite au grade de colonel soit plus brillant pendant tout son parcours et à travers tous les concours et les performances que l'autre. Et ça peut donner un sentiment de privilège politique. En plus de cela également, quelqu'un devient colonel.
il a ces jeunes adjudants ou ces jeunes sergents ou ces jeunes sous-officiers qu'il forme, qui sont son autorité. Mais puisque lui, il est là-bas, il ne bouge pas, sans que l'homme politique ne décide pas d'en faire en général, mais il peut rester là-bas pendant 10 ans ou 12 ans. Et les jeunes sous-officiers qu'il formait, mais vont gravir tous les échelons jusqu'à devenir. Ils vont passer de sergent-chef, après adjudant-chef, adjudant-major, assurant sous lieutenant, capitaine, et bien après officier supérieur, commandant, lieutenant-colonel et colonel. Le trouver là-bas. C'est quoi? L'ancien. Ils vont l'appeler l'ancien. Un point, c'est tout. Et même, il peut occuper des fonctions plus importantes que lui. Et peut même devenir le général en le laissant là-bas. Donc, c'est pourquoi moi j'ai proposé qu'on réforme ce grade-là en créant, comme dans d'autres pays de la sous-région, le grade de colonel-major. Moi, je suis allé plus loin. Ce qu'on a fait pour nous, les profs d'université, par exemple, aujourd'hui, un professeur d'université qui n'est pas à la retraite dans les années à venir, il gardera 85% de son dernier salaire perçu. Ce qui veut dire que, franchement, c'est l'occasion pour moi de remercier le président de la République pour quand même avoir accepté cette réclamation des universités que nous sommes. Ça veut dire qu'à la retraite, quand même, on ne sera pas si malheureux que ça. Nous sommes, à la limite, parfois mieux payés que de hauts fonctionnaires en activité. Ce qui est vrai. Tout à fait. Parce alors qu'on peut continuer à faire autre chose. Maintenant, pourquoi pas créer le grade de colonel-major avec des critères précis? Pour dire que si, entre-temps, vous êtes un colonel, vous avez un doctorat, il y en a beaucoup de cas comme ça, vous allez passer au grade de colonel-major. Si vous avez fait des performances exemplaires, vous allez passer au grade de colonel-major. Si vous faites une durée de temps au grade de colonel, simple, vous passez au grade de colonel-major et que le colonel-major aura 80 ou 85% des avantages de toute forme du général de brigade et à vie. Ils ne sont pas si nombreux que ça. Nous n'avons pas une foule de colonels. Parce que les autres, pour les autres grades aussi, il faut prendre des mesures, mais en même temps aussi, il faut orienter l'armée vers aussi beaucoup d'activités de socio-économiques, de développement, de sévérance de la communauté, parce que l'armée le fait très bien déjà, mais on peut également davantage renforcer cela et créer aussi le corps des auxiliaires militaires pour le développement. Et vous êtes convaincu que cette situation de fait-là a créé un sentiment d'indignation profond, mais silencieux au niveau. Mais bien sûr, vous savez, moi, ce n'est pas pour rien que je m'intéresse à la chose militaire, à la chose policière. Ce n'est pas pour rien que je produis, j'écris, je les côtoie, je suis avec eux. Parce que je suis un homme politique qui est porteur d'une ambition nationale. Tout à fait. Et par conséquent, quand on rêve de devenir chef suprême des armées, chef suprême des armées, il faut connaître l'armée. Nous sommes dans un pays particulièrement positif où le civil commande le militaire. Le civil commande le policier. Mais puisque c'est le civil qui commande le militaire, et le militaire ne marche pas, ne conteste pas, n'a pas de syndicat, mais le civil doit être assez bien outillé pour pouvoir pénétrer en profondeur les désirs, les aspirations, les besoins les plus enfouis de l'homme en uniforme et pouvoir anticiper sur cela, d'autant plus qu'il ne conteste pas, il ne dit rien. C'est la grande muette, mais également il est composé d'hommes et de femmes qui sont des pères de famille, des mères de famille, qui, comme vous et moi, vivent les difficultés de la vie et également ont des sentiments, ils ont un cœur, même s'ils sont quand même dotés d'un sens du patriotisme, du devoir, mais assez supérieur que celui de beaucoup d'entre nous. D'accord. Mais dans tous les cas, ce qu'on a noté, c'est que même si il y a regain de violence dans l'espace politique, ce regain de violence-là, quand même, ne résulte pas du comportement des Sénégalais ou des jeunes, des jeunes en situation de chômage, n'est pas la résultante du pouvoir économique, en tout cas biaisé sur beaucoup de plans, mais plutôt du comportement de nos hommes politiques. Absolument. Alors, nos hommes politiques ne sont-ils pas la source, le fruit des problèmes que nous vivons aujourd'hui avec ces regains de violence? C'est vrai qu'il faut aussi relativiser, parce que ces hommes politiques, psychologues qu'ils sont, et parfois beaucoup manquent de patriotisme, versent dans l'égoïsme et sont prêts à tout pour accéder au pouvoir. Et les autres qui sont au pouvoir sont prêts à tout pour le conserver. Ce choc d'ambition résulte sur des confrontations violentes à travers ce qui semble ne pas être la réaction du peuple, mais le comportement des politiques, mais c'est en vérité une réaction du peuple suscitée, encadrée, renforcée et même à la bête amplifiée en même temps. Car ils surfent sur la misère du peuple, sur les colères profondes du peuple, les frustrations du peuple, le désespoir et la déception
du peuple, notamment la majorité juvénile. Et en attisant sur les braises, on instrumentalise en pensant pour l'avocat du peuple, en pensant pour l'avocat du peuple, alors qu'on est réellement un démagogue. Et cette démagogie, avant d'être décelée par le peuple, mais déjà les dégâts seront assez nombreux pour être réparés facilement. N'oublions pas que, en vérité, c'est comme par exemple c'est comme celui qui veut le pouvoir et sait très bien que les jeunes sont majoritaires au niveau des listes électorales, ils sont au chômage, ils n'ont pas d'espoir, à l'université ils s'étouffent dans les amphis, ils sont ils sont embarqués, empalés, ils sont organisés dans des conditions mais étouffantes dans les chambres et dans les restaurants. Mais c'est facile de surfer sur ça, hein. Si on n'est pas assez responsable, si on est assez égoïste, on fait de ces zones des chars à canon, on en fait des instruments, mais de confusion et de contestation. On les envoie au charbon, on décrit les merveilles, on décrit l'avenir radieux. Parce qu'en fait, savoir faire rêver un peuple à travers une foule, à travers un packaging, un paquet de promesses qui parfois sont utopiques, parfois réalisables, et également un moyen de s'emparer de cette fougue de jeunesse en faisant un usage non patriotique, mais éminemment politicien. Et je pense que parfois cela arrive. Et sur ce plan-là, les deux parties ont la responsabilité partagée. C'est comme je l'ai dit, celui qui détient le pouvoir et qui ne compte pas le lâcher et qui est prêt à tout pour le préserver, pour le conserver. Et celui qui est également prêt à tout pour faire défoncer les portes d'entrée au pouvoir et l'exercer également. C'est-à-dire, cela débouche sur la promotion de la haine, sapant ainsi le socle de la cohésion nationale et de la cohésion sociale, menaçant sérieusement le vivre ensemble, d'où même l'instrumentalisation de ce qu'on ignorait beaucoup au Sénégal avant, c'est-à-dire des différences identitaires. Aujourd'hui, au Sénégal, pour la première fois, on a entendu à un moment donné, mais l'ethnicisation des convictions politiques à travers une opposition artificielle, mais créée par les acteurs politiques. De sorte qu'aujourd'hui, les gens sont la nomination et la promotion des uns et des autres, mais sont analysés sous l'angle de leur appartenance ethnique ou tribale, ce qui est très dangereux. Et pourtant, beaucoup d'historiens, d'anthropologues ont compris qu'avant l'indépendance et après l'indépendance, le Sénégal n'a jamais été ce pays où l'ethnie, la tribu, la race, mais jouait un facteur essentiel dans la répartition des rôles et des tâches, quoique marqué aussi par certaines considérations en matière de hiérarchisation sociale, mais pas de façon à quand même créer des positions, des frontières étanches ou des positions assez figées. Monsieur le professeur, pourquoi vous, en tant qu'homme politique, vous n'avez pas emprunté le même chemin pour surfer sur cette vague de violence? Je suppose que vous êtes professeur à l'université Cheikh Anta Diop. Vous êtes en contact avec des milliers d'étudiants que vous pouvez guider, influer d'une manière ou d'une autre. Vous avez été au pouvoir. Pendant une dizaine d'années, vous avez été député, vous avez été au pouvoir. Mais qu'est-ce qui vous a... Pourquoi vous ne vous pas surfer sur à l'instar d'autres, sur cette vague de violence-là pour se faire... Moi, en toute responsabilité, moi je me définis tout le temps un enfant de la République, un fils de la démocratie, un homme qui doit tout à ce pays-là, au contribuable sénégalais. Que pour qui la République a énormément fait, Amadou, n'oubliez pas que depuis tout jeune, élève, étudiant, toujours les gens m'ont fait convaincre ou m'ont soutenu. Élève, j'étais président de mon foyer, au collège, au lycée, à l'université, j'étais président amical de la fac des lettres. Jeune étudiant, je suis devenu parlementaire, puis membre du gouvernement. Jeune, je suis devenu maire, ainsi de suite. Donc, tout cela, j'ai bien envie, et sans jamais jouer avec mes études. Parce que j'ai voulu combiner les deux. Engagement, les trois engagements militants, syndical et performance académique, scolaire et universitaire. Ce qui veut dire que mon rôle, moi, c'est d'être un guide de la jeune génération, des jeunes, pour qu'ils empruntent le même chemin ou un chemin bien meilleur que le mien. Si je ne fais le contraire, je deviens un homme irresponsable qui ne mérite pas son parcours ou sa place dans la société sénégalaise, encore moins dans la République. Par conséquent, moi je pense que par la persuasion des masses, on peut avoir l'adoubement populaire nécessaire pour atteindre ses objectifs et ses ambitions si elles sont simplement formulées pour être des réponses adéquates aux problèmes du peuple et apporter des solutions concrètes aux désirs de ce peuple-là. Mais pas à tous les prix.
C'est pourquoi que je pense d'ailleurs, moi je dis toujours aux jeunes avec qui je suis, si au bout de 2 ans ou de 3 ans, vous ne sentez pas un léger mieux dans le compagnonnage et que vous ne voyez pas que vous êtes plus performant ou que vous avez mieux réussi que les autres, quittez-moi. Si je vous engage dans des logiques de casser, de brûler, de détruire, moi, je n'ai pas vocation de faire de ma personne ou de mon cadre politique un cimetière d'ambition, de liberté ou d'aspiration d'un jeune. Ce que je n'aimerais pas que mes 2 filles, 7 ans et 2 ans et demi, subissent dans l'avenir à travers des gens irresponsables, je ne le ferai point subir. En plus que, comme je suis dans les amphis, aujourd'hui des milliers de jeunes et des milliers d'étudiants sont embarqués dans le combat que je mène. Mais j'agis plutôt en pédagogue, en enseignant, en encadreur, en coach, en faisant la promotion du développement personnel pour aider ces jeunes à avoir une capacité de résilience réelle, un pouvoir de dépassement, de persévérance, de conquête dans la patience et dans l'endurance, mais en restant optimiste, c'est-à-dire promouvoir au niveau des jeunes ce que Napoleon Hill appelle de positive mental attitude. Tout à fait. C'est ça mon rêve. Alors, et j'invite tous les acteurs politiques à agir de la sorte. Par la persuasion, on peut atteindre le but visé mieux et plus rapidement même que par la confrontation ou par l'instrumentalisation de la misère des uns et des autres. Alors, au vu maintenant du contexte actuel, marqué par cette floraison d'actes de violence, la montée en puissance de la violence, pensez-vous que les élections locales seront décisives? Mais absolument. Aujourd'hui, dans l'histoire du Sénégal, je pense qu'en dehors des premières élections de l'époque, ces élections-là sont d'une particularité exceptionnelle. C'est bizarre. On dirait même une élection présidentielle ou une élection qui change tout. Mais le pouvoir a une part de responsabilité là-dedans, comme l'opposition également. Quand un homme aussi important que le plus proche combattant du chef de l'État, mais dit publiquement que cette élection va conditionner la décision de participer, de la décision du chef de l'État à prendre part ou pas aux élections présidentielles, alors que déjà la contestation de son éventuelle candidature est là et charrie beaucoup de fantasmes et beaucoup de problèmes. Les gens refusent même qu'on parle de questions de droit, mais de questions de morale, de devoir, et en se référant au passé récent de ce qui s'est passé, aux deux expériences de 2012. Mais quand on parle comme ça, mais on donne une dimension particulière à l'élection. Ça, c'est un premier fait. On incite déjà tous les acteurs du pouvoir, directeurs généraux, députés, maires, hommes d'affaires, ministres, des gens qui détiennent des leviers économiques, mais à faire tout ce qu'ils peuvent, à tout prix. Il y va même de leur sort individuel en vérité. C'est ce qui est insinué. Tout comme également les autres aussi disent que non. Si on laisse faire, on aura déjà creusé notre tombe, donc soyons prêts à tout. Je pense qu'on n'a jamais eu dans le passé autant de contestations, de rejets, de recours, cours d'appel, cours suprême, mais pour des élections locales. Malgré que le gouvernement a tenté de créer des filtres à travers beaucoup de choses, parrainage et caution. Je pense, mais je ne connais pas moi en Afrique, peut-être il y en a, mais c'est peu. Des pays où pour les élections locales, on demande une caution financière. En tout cas, au Sénégal, c'est la première fois. Et est-ce que cela a réduit le nombre de candidatures? Mais non, on a 66 listes de partis et de coalitions qui ont versé la caution pour participer aux élections locales. Ça n'a rien réduit. D'ailleurs, si vous regardez bien, dans le pays, dans beaucoup de communes, vous allez même voir des communes rurales ou des petites communes où vous trouverez 7, 8, 10, 12, 13 listes. Est-ce qu'on l'avait avant? Ce qui veut dire que cet argent qu'on a voulu utiliser comme filtre n'a produit que le contraire. Et du coup, également, ça peut introduire l'argent pas net, pas clean, pas propre dans le jeu politique. Ou des mécanismes pas nets dans le jeu politique. C'est ça qu'il faut analyser de la façon la plus froide. Et par ailleurs, je pense que ces élections-là sont parties pour être très difficiles, très dures, d'autant plus que nous savons très bien. D'abord, il y a un fait marquant. Des mandats, pour un mandat de 5 ans, pour les maires et les présidents du conseil départemental, ils en sont à 1 mandat et demi. Non-respect du calendrier républicain. Le pouvoir
renvoie un peu la responsabilité à l'opposition qui avait demandé une évaluation. Mais également, on sait très bien que le pouvoir a rusé pour accorder la paternité du report à l'opposition, ou pas à l'opposition, mais aux acteurs de leur dialogue. Mais quelque part, on sait que c'était ce qui était souhaité en vérité. Et pourtant, Amadou, le non-respect du calendrier républicain, pour tel que soit le motif, est un facteur de déclenchement, d'amplification, de crise, de conflit, parfois de guerre. Pour vous donner l'exemple de l'Éthiopie. Vous savez, aujourd'hui, ce qu'on vit en Éthiopie là, les gens oublient un élément clé de ce qui se passe. C'est la non-tenue des élections générales d'août 2021. Immédiatement au mois de septembre, mais le Front de libération du peuple du Tigré a organisé ces élections. Et ce qui a été interprété comme une velléité de sécession ou de défiance de l'État, et les fonds publics dédiés à cette région, assez aride, ont été gelés et la guerre a commencé. Et du coup également, l'ensemble des équilibres, mais c'est effondré. C'était la notion d'élection quelque part. Il y a d'autres questions identitaires entre la minorité tigréenne et la majorité oromo et ainsi de suite. Peut-être on abordera ces questions un jour. Mais je pense qu'aujourd'hui, il revient au chef de l'État, garant de la sécurité nationale, garant de la stabilité et de la paix, d'agir de façon plus ou moins avec beaucoup de grandeur, de ne pas agir en chef de parti. En directeur de campagne de candidat, même ces derniers jours-là, le fait d'attendre l'après-campagne pour déverser de l'argent partout. On voit des ministres qui débarquent dans des villages, dans des communes, pour annoncer comme si c'était un désordre total, hein? Mais on vous a pour annoncer des montants 60 millions, 70 millions, 50 millions, qui est répartis comme dans un petit, comme à la maison. Vous avez 10 millions, 15 millions, 20 millions. C'est-à-dire que les gens vont jusqu'à dire publiquement à ces militants sur fond de meeting, alors que s'il s'agit d'inauguration dans le cadre républicain, que non, si vous avez des difficultés, vous nous dites, on vous donne les moyens qu'il faut. Mais ces moyens, ce sont les moyens de l'État. Mais justement, face à ce contexte-là, nous avons toujours constaté qu'au Sénégal, quand même, que le pouvoir religieux a un rôle de stabilisation, de pacification et de stabilisation de l'espace politique. Sous cet angle-là, est-ce que vous ne pensez pas que la formation religieuse peut participer à asseoir une bonne citoyenneté auprès des jeunes? Mais absolument. Comment, en tant que professeur, le pouvoir religieux au Sénégal, son rôle responsable, la générosité, le sens de l'écoute et du rassemblement de nos guides religieux, notre État aurait déjà vécu les pires choses qu'ailleurs en Afrique. Remercions Allah, remercions le Seigneur, remercions nos guides religieux. C'est-à-dire qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens. Nous avons des médiateurs, des rassembleurs. Et heureusement, l'essentiel des Sénégalais sont attachés à une confrérie ou à l'église, au point que, en dehors de toute considération politique, mais ils écoutent, appliquent, respectent et veillent sur la mise en œuvre de la parole prononcée par leur guide. Cela est une chance pour nous. D'ailleurs, c'est pour ça que ceux qui jouent avec ça n'ont absolument rien compris. Soit ils sont ignorants, soit ils sont assez égoïstes ou assez irresponsables. Heureusement. Et maintenant, que faire? Vous savez, par contre, il y a une pratique héritée de l'école de Jules Ferry, et qui a presque, à la limite, discriminé, isolé l'enseignement religieux. Mais, Amadou, n'oublie pas une chose. Dans la vie, le bon citoyen, c'est celui qui est à la fois adossé à la foi et au respect de la loi. Mais pourquoi dire que la foi ici joue un rôle plus important? On dit à quelqu'un, fumer du chanvre indien est interdit par la loi et réprimé par telle sanction. Et il y aura telle sanction. Mais la personne peut s'organiser pour se trouver dans une situation où personne ne peut l'appréhender, le voir et fumer son chanvre indien. Mais si c'est un homme adossé à la foi, il saura que Dieu suprême interdit le fait de perdre connaissance, de perdre son contrôle à travers quelque chose qu'on a fumé ou qu'on a bu. Il va dire, écoute, je n'ai pas échappé au contrôle des hommes de loi, des hommes en uniforme, mais je n'ai pas contrôlé au contrôle divin et par conséquent, j'ai pu échapper par rapport aux hommes, mais je n'ai pas échappé par rapport au Dieu qui est plus proche de moi que de mon propre cœur. Par conséquent, je renonce à fumer.
Donc il faut entraîner ces deux. Le citoyen respecte la loi et le croyant respecte de sa foi. Et par conséquent, mais il faut irriguer le cœur de l'humain dès le bas âge par la foi, les vertus de la foi. Et je pense qu'il est important qu'aujourd'hui, que l'on ose, dès le bas âge, veiller à ce que nos écoles soient bilingues, anglais-français, dès l'école primaire déjà, ou dès l'école primaire, et que dans chaque école du Sénégal, qu'il y ait des enseignants arabes, et même l'enseignement religieux, que l'on aide à travers nos écoles, aux autres de comprendre, lire, comment interpréter le Coran et la Bible. Qu'il y ait des cours de catéchisme dans nos écoles. Vous savez, entre 6 ans et 12 ans, 13 ans, mais l'enfant est un champ de fertilité tellement fertile qu'on peut y planter toutes sortes de choses sans endommager quoi que ce soit. Par conséquent, profitons de ce moment de fertilité de nos enfants pour semer les valeurs religieuses. Maintenant, on va nous parler de laïcité à l'école. Vous savez, franchement parler, Amadou, la laïcité, il faut que les gens comprennent une chose. Moi, ma perception, c'est que la laïcité, c'est à l'absence de l'État dans la vie religieuse, mais c'est la présence équitable de l'État entre les religions, les croyances et autres. Osons redéfinir notre conception de la laïcité à travers le pouvoir de promouvoir les valeurs religieuses chrétiennes et musulmanes au niveau de nos enfants, au niveau de notre jeunesse, à partir du bas âge dès l'école primaire, et que autant qu'on construit des écoles, autant qu'on a construit des daara modernes, autant qu'on a des chaires dans les universités, qu'on ait des chaires de théologie. Pourquoi ne pas avoir des départements de théologie appliqués au développement? Tout à fait. Mais les enseignements de Serigne Touba, de Baye Niass, de Maodo Malick, de tous nos guides religieux, mais vous pensez que ces enseignements-là ont quelque chose à envier à ces théories de Hobbes, de John Stuart Mill, de Adam Smith et autres? Mais les enseignements de Serigne Touba ne portent pas que sur la religion, comment pratiquer sa religion. Ces enseignements portent sur l'économie, sur le social, sur l'astronomie, sur l'astrologie, sur la citoyenneté, sur le civisme, sur la stratégie militaire, sur la politique agricole, sur le tout en même temps. Mais appliquons, utilisons, exploitons cela. Tout à fait. En tout cas, moi, dans le programme politique que j'ai présenté aux Sénégalais dans les années à venir, ces programmes seront suffisamment bien déclinés et prendront source également de ces valeurs, de ces enseignements. On me signale qu'on est aux toutes dernières minutes, 3 minutes qu'il nous reste déjà. Et pour ce que vous venez de dire par rapport à l'enseignement religieux, pour formater un esprit citoyen, quelle place pour la télévision? Oui, vous savez. Ou bien faut-il une télévision orientée sur l'éducation religieuse, la citoyenneté, ou bien faut-il une télévision toujours orientée sur la perversion? Il faut le dire. Vous savez, la télévision a 4 fonctions majeures. C'est informer, éduquer, divertir et socialiser. Aujourd'hui, malheureusement, la seule fonction de divertissement est mise en avant. C'est-à-dire, on est dans la promotion du voyeurisme, dans la pénétration de la plus secrète mémoire des hommes, comme disait l'autre, où tout est érotisé, tout est perversion, tout est rappel des vices et célébration des vices. Mais revenons à l'orthodoxie, en mettant en avant sur l'information la bonne, sur l'éducation et sur la socialisation. Tes 3 facteurs, tes 3 fonctions remplies, on va déboucher sur des divertissements, cette fois-ci sains. Bien informés, bien éduqués, bien socialisés, on peut verser dans le divertissement malsain, encore dans le divertissement autre. C'est pour ça que je pense qu'il faut que nous repensons notre politique d'éducation. Ce n'est pas pour rien que, il est parfois, à l'époque, vous savez, quand on avait créé la Commission nationale de l'audiovisuel, comment ça s'appelle? C'est CNRA, je pense. La Commission nationale de régulation de l'audiovisuel. C'était moi, en conseil des ministres, qui ai proposé la révision du projet de décret et d'y introduire les représentants du Conseil national de la jeunesse. Et le premier, c'était Malick Diop, à l'époque, par la suite suivi de ses successeurs. Les gens étaient là. Le président Wade m'a donné raison, il a dit, oui, c'est vrai. La majorité des destinataires du produit de la télévision est constituée de jeunes. C'est important que ces jeunes soient dans ces organes-là. Dans d'autres pays, ils vont avoir une commission
qui s'occupe des questions de communication et de jeunesse. Parce que si le contenu de télé n'est pas bon, mais il désoriente la jeunesse ou fait valoir des contre-modèles en faisant des modèles. Par conséquent, je pense que pour ça, il ne faut pas qu'on ait le complexe de revenir à l'orthodoxie en nous adossant à la religion. Ceux qui veulent enterrer la religion ou l'isoler ou la dissocier de la politique, la dissocier de la communication, la dissocier de l'école, ne rendent pas grand service à leur peuple. Il faut promouvoir et célébrer la foi. Ce n'est pas pour rien aujourd'hui que les chaînes à inclusion religieuse dans le monde sont extrêmement bien suivies par les fidèles. Parce que la perversion, on l'a au bout d'un clic de son smartphone. Tout à fait. On a besoin parfois de suivre de façon saine et responsable de bonnes choses qui nous rappellent nos devoirs sur Terre, nos missions sur Terre et comment se comporter en bon croyant, en bon citoyen. Tout à fait. Je rappelle que nous recevions le professeur Aliou Sow, professeur titulaire d'études africaines à l'UQED, qui est aussi journaliste, diplômé, sorti du CESTI, homme politique sénégalais à la tête du MPD, et qui aujourd'hui est une fierté, en tout cas pour nous qui sommes de la même génération que lui, puisqu'il est perpétuellement, continuellement, en permanence marqué par la quête du savoir, de l'efficacité, mais surtout dans la droiture et la générosité dans l'action. Chez le professeur, c'était tout un plaisir de vous recevoir. Merci. Et puis, nous ne manquerons pas pour d'autres circonstances de faire recours à votre expertise pour être éclairé sur des questions que nous partageons. Nous, en tout cas, je suis très honoré d'avoir été des vôtres avec cette émission Agora, que vous avez vu vous-même. Vous connaissez les restes et l'estime que j'éprouve pour vous, et bien mérité. À travers votre comportement dans nos sociétés, vos bonnes contributions, votre érudition, mais surtout votre vaste culture générale qui installe chez vous une grande capacité de tolérance et de comportement citoyen assez responsable. Je pense que la télé, c'est ça aussi. C'est avoir des hommes et des femmes assez valeureux et assez conscients de leurs devoirs, en sachant qu'ils ont entre leurs mains un outil de construction de bons comportements ou de perséversion des masses. C'est-à-dire la télévision. Je vous souhaite plein succès. Merci. Mesdames, mademoiselles, messieurs, c'est la fin de cette émission et nous serons très heureux de vous retrouver la prochaine semaine sur un autre sujet avec toujours Agora. Merci.